Nous allons maintenant introduire les crochets de poisson. À savoir, ce travail est effectué par Lagrange avec l'un de ses élèves, Siméon Denis Poisson, qu'il supervisait dans son cours de mathématiques de l'école polytechnique, dont il venait d'être nommé professeur. Les crochets de poisson étaient introduits pour symétriser les équations de Hamilton, qui sont intrinsèquement antisymétriques. Cela aussi a fait suite à un travail de Lagrange sur la mécanique céleste où une structure antisymétrique était apparue, connue sous le nom de parenthèse de Lagrange. Afin de comprendre comment introduire les crochets de poisson, commençons par les équations de Hamilton. Les équations de Hamilton sont antisymétriques, c'est-à-dire la première équation a un signe moins dans le terme de droite, alors que la deuxième équation a un signe plus. Si on veut pouvoir les réécrire sous une forme symétrique, donc avec le même signe pour les deux équations, il faut introduire une opération qui soit antisymétrique. Pour faire cela, nous remarquons qu'en rajoutant des 0 et des 1 autour des termes de droite des équations de Hamilton, nous pouvons réécrire les équations de Hamilton sous cette forme où le symbole delta J est le symbole de Kronecker. Et on rajoute et soustrait 0, ce qui ne change donc rien aux équations. Nous savons aussi que les variables sont indépendantes, ce qui veut dire que nous pouvons écrire les relations suivantes. On peut donc tout d'abord remplacer les symboles de Kronecker dans les équations de Hamilton, qu'on réécrit donc ainsi. Ensuite, nous pouvons remplacer les zéros par ces expressions, car d rond pk sur d rond qi et d rond qk sur d rond pi vaut toujours 0. Et c'est là que Lagrange et son élève Siméon Denis Poisson pensaient de définir des crochets entre deux fonctions f et g, connues aujourd'hui sous le nom de crochets de Poisson. En utilisant la définition, il est facile de montrer que ces crochets sont antisymétriques. De plus, en utilisant l'indépendance des variables, on voit facilement que les crochets entre QI et QK et entre PI et PK vaut toujours 0, alors que les crochets entre QI et PK vaut delta IK. C'est-à-dire, les crochets de Poisson entre la coordonnée généralisée et l'impulsion généralisée vaut 1 s'il s'agit du même degré de liberté et vaut 0 autrement. Cette remarque sera importante pour formuler l'analogie entre physique classique et physique quantique, et je vous prie donc de bien vouloir la mémoriser. En utilisant la définition du crochet de Poisson, on remarque que les crochets entre QK et une fonction générique f égale à la dérivée de f par rapport à pk, alors que les crochets entre pk et une fonction générique f égale à moins la dérivée de f par rapport à qk. Cela nous permet de réécrire les équations de Hamilton sous une forme symétrique. Mais ici, il y a quelque chose de plus profond que juste la symétrisation des équations de Hamilton. Nous allons voir que ces crochets de Poisson nous permettent d'écrire ce qu'on appellera l'équation fondamentale de la dynamique. Regardons par exemple l'évolution temporelle d'une fonction générique des variables coordonnées et impulsion généralisée, ainsi que du temps. La dérivée de la fonction par rapport au temps sera juste donnée par ces trois termes. Si on remplace l'expression de Q.K et de P.K en utilisant les équations de Hamilton, on obtient ici une expression dont le terme entre parenthèses est égal tout simplement au crochet de Poisson entre la fonction f et le hamiltonien. L'évolution temporelle de la fonction f est donc donnée de façon plus concise par cette équation. Cette équation contient tous les formalismes que nous avons énumérés en mécanique classique. C'est pourquoi nous l'appellerons l'équation fondamentale de la dynamique. Nous verrons que l'équation d'évolution temporelle de la mécanique quantique possède exactement la même structure. Étant donné qu'en mécanique classique, toute quantité peut être exprimée en fonction des coordonnées et impulsion généralisée, cette expression peut être utilisée pour calculer l'évolution dans le temps de n'importe quelle quantité. Il est remarquable ici que l'évolution dans le temps du système est déterminée par le hamiltonien. Dans le cadre de la physique quantique, nous verrons que cela restera vrai. Bien évidemment, si la fonction f ne dépend pas explicitement du temps, alors l'équation s'écrit tout simplement ainsi. Jusque-là, nous avons vu plusieurs formalismes et plusieurs approches pour décrire la dynamique d'un système. Par contre, afin d'éviter toute confusion, j'aimerais bien préciser une chose importante. Les équations qui régissent la dynamique d'un système sont toujours les mêmes. Autrement dit, quel que soit le formalisme qu'on utilise, nous aboutirons toujours aux mêmes équations.
Par contre, les étapes permettant d'écrire les équations régissant l'évolution dynamique d'un système peuvent être plus ou moins aisées en utilisant l'une des approches présentées dans ce chapitre.